Bien, nous allons commencer. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de ONU Eau et de ONU Habitat. Je suis le responsable du travail sur l'ODD numéro 6 et au niveau de la OMS aussi. Nous travaillons avec d'autres collègues. Cet indicateur est très important parce que pour la première fois dans cet ODD, les eaux usées sont contrôlées. Vous connaissez tous le travail de JMP sur l'accès à l'eau et l'assainissement, mais c'est la première fois que les eaux usées sont utilisées, sont fixées comme un objectif au niveau mondial. Mes collègues et moi, au niveau de l'OMS, nous avons travaillé avec différents bureaux des Nations Unies pour développer des méthodologies, pour faire des rapports sur ces indicateurs. Pourquoi est-ce que ces indicateurs sont-ils importants, non seulement du point de vue de la protection de la vie des personnes et de l'environnement, mais c'est aussi parce que dans ce monde actuel, la réutilisation des eaux usées et la protection de nos sources d'eau potable devient de plus en plus important. Nous devons aussi être plus efficaces dans la gestion des eaux usées, non seulement en protégeant ces eaux, l'eau en général, mais en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout cela est très important et ça a été un grand défi d'élaborer ces méthodologies pour rapporter sur ces données. Nous n'avons pas encore terminé, il nous reste encore quelques éléments à conclure, mais cette méthodologie commence à être utilisée. Alors pourquoi cette surveillance? D'abord parce que de meilleurs indicateurs, c'est très important. Nous devons peaufiner nos indicateurs de façon à pouvoir localiser la gestion de cette surveillance des eaux usées et des ressources en général. Et lorsque ces eaux usées viennent de sources domestiques, de services, de secteurs industriels, le défi est encore plus grand parce que nous devons trouver un moyen de faire un rapport sur ces différentes sources, avoir des outils nous permettant de le faire et de le faire au niveau mondial. Donc, ce sont des indicateurs qui sont très importants au niveau local et difficiles à élaborer. Nous avons un programme très élaboré, très complet aujourd'hui. Je vais d'abord donner la parole à mon collègue de l'OMS qui va maintenant continuer et présenter notre séminaire aujourd'hui. Bien, bonjour, c'est un plaisir d'avoir la parole aujourd'hui pour présenter donc notre rapport qui va porter sur les eaux usées et au niveau industriel et domestique. Nous allons avoir plusieurs présentations avec des données séparées, des méthodes qui concernent la partie des eaux usées domestiques industrielles et ce webinaire aujourd'hui va présenter les points importants de cet ensemble de données et nous allons parler des progrès réalisés. Et je vais maintenant donner la parole aux représentants de 3 pays qui vont nous parler de la façon dont ils réalisent cette surveillance et le traitement des eaux usées au niveau de leur pays. D'abord, pour commencer, nous avons un service d'interprétation sur cet appel aujourd'hui. Donc, vous pouvez regarder sur le bas de l'écran Zoom. Vous avez la possibilité de cliquer sur un petit monde qui vous permet ensuite d'accéder aux différentes langues. Vous avez le choix entre espagnol, français et l'original qui est en anglais. Donc, choisissez la langue que vous souhaitez écouter. Ensuite, je vais demander à chacun de se présenter dans la partie du chat et à mesure que la présentation avance, si vous avez des commentaires, des questions, des réactions, n'hésitez pas à les mettre aussi dans le chat et nous en parlerons, nous aborderons tous ces thèmes par la suite. Si vous voulez faire un commentaire dans la partie de la discussion des questions et des réponses, vous pouvez lever la main ou envoyer votre question par écrit. Je vais maintenant
donner la parole au vice-président des Nations Unies qui va nous parler de tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, nous donnons la parole. Nous allons partager l'écran et nous allons entendre ces paroles de Kelly Ann Naylor. Chers collègues et amis, merci beaucoup de vous joindre à ce webinaire aujourd'hui pour discuter des progrès de l'objectif de développement durable 6. Ce webinaire fait partie d'une série qui ont lieu ce mois-ci, qui va se concentrer sur les progrès mondiaux vers un ODD, un indicateur et une cible spécifique. Avant d'entrer dans les détails, je vais partager quelques messages importants sur les progrès vers l'ODD 6 et comment l'ONU travaille pour rendre compte de ces progrès. Nous travaillons depuis 6 ans sur les ODD. Pour la première fois, nous avons des données sur l'eau et sur l'assainissement de presque tous les pays du monde. Ces données ont été compilées l'année dernière par les agences dépositaires des Nations Unies qui se sont unies dans le cadre de l'initiative de surveillance intégrée de l'eau des Nations Unies pour l'ODD 6 ou comme nous l'appelons, IMI ODD 6. Le niveau sans précédent de rapport est une réalisation pour nous en tant qu'acteurs de la communauté mondiale, mais encore plus pour tous les points focaux des pays qui nous rejoignent dans ce webinaire. Au nom d'ONU Eau, je tiens à vous remercier pour vos efforts supplémentaires dans le suivi de l'ODD 6 dans votre pays cette année, malgré les moments difficiles que nous avons tous traversés. Lorsque nous examinons ces données, elles ont malheureusement confirmé la tendance que nous avons constatée pour la première fois en 2018. Il sera difficile de parvenir à une eau et à un assainissement durable pour tous d'ici 2030. Et si nous constatons les faits concrets concernant l'ODD 6, nous constatons que des milliards de personnes dans le monde vivent toujours sans eau potable, sans assainissement, sans services d'hygiène de base. Près de 10% de la population mondiale vit encore dans des zones à stress hydrique extrême. Nous savons que les eaux usées sont rejetées, non traitées dans l'environnement et qu'un bassin fluvial sur 5 dans le monde évolue rapidement, ce qui est exacerbé par les changements climatiques. Nous constatons que la gestion durable des ressources en eau reste hors de portée pour de nombreux pays. Les données montrent que pour atteindre nos objectifs et cibles, nous devons accélérer les progrès et dans certains domaines, aller jusqu'à 4 fois plus vite pour être en mesure d'atteindre l'ODD 6 au cours des 9 prochaines années. Plus que tout, nous aurons besoin de politiciens, de décideurs à tous les niveaux pour fixer des priorités plus audacieuses et rapidement. Mais la bonne nouvelle est que nous avons déjà mis en place de nombreuses solutions durables. L'année dernière, l'ONU Eau a lancé le cadre d'accélération mondiale de l'ODD 6 avec le soutien total de la famille des Nations Unies pour mobiliser l'action des gouvernements, de la société civile, du secteur privé à travers l'ONU afin de mieux aligner nos efforts, d'optimiser le financement et de renforcer les capacités de la gouvernance. De notre travail avec les pays et de leurs données, nous avons appris sur les possibilités d'accélérer les progrès. Nous avons appris l'importance d'intensifier l'action coordonnée de renforcement des capacités en mobilisant la politique et bien sûr, nous avons appris comment les données et les informations peuvent être utilisées pour mieux guider les décideurs dans leur travail. Car malgré ces efforts de surveillance héroïque de l'année dernière, nous constatons encore de grandes lacunes dans les données. Notre ambition et notre espoir concernant ces données et notre rapport sont d'encourager et de soutenir davantage la collecte de données nationales et internationales et d'aider les décideurs à prendre des mesures éclairées. C'est ce sur quoi je vais me concentrer. L'ODD 6 va se concentrer sur ces points à mesure que nous avançons et nous appelons l'ensemble de la communauté de l'eau à faire des efforts mondiaux à se joindre à nous et à aller de l'avant. Je vous souhaite un webinaire très fructueux et je vous souhaite la bienvenue aux autres webinaires sur les indicateurs que nous organisons ce mois-ci. Merci pour votre attention et pour tous vos efforts continus pour faire progresser notre objectif commun pour assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et un assainissement pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Florian
Thévenon qui va nous présenter certaines informations concernant UN Habitat ou le service qui se consacre à l'habitat et au logement dans les Nations Unies, au sein des Nations Unies. Florian, on ne vous entend pas. Ah, excusez-moi, me voilà. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité donc à participer à cette séance. Aujourd'hui, je vais vous parler des eaux usées industrielles. Voyez ici une définition de l'ODD 6.3. Donc, en 2030, améliorer la qualité de l'eau en réduisant la pollution, en éliminant les rejets, en minimisant les rejets de produits chimiques et de matériel dangereux et en diminuant par 2 la proportion d'eau non traitée. Vous avez 2 indicateurs liés à cet objectif, le 6.3.1, proportion de eau usée traitée et 6.3.2, proportion d'eau contenant une bonne qualité d'eau. Donc, ici, nous allons aujourd'hui parler de cela aussi. Après cette première séance, voilà une représentation de la méthodologie que vous voyez ici, que l'on utilise pour contrôler cet indicateur 6.3.1, donc les eaux qui proviennent de sources d'eau. L'impact est contrôlé. On se concentre sur la qualité de l'eau. On répartit en fonction des sources, en fonction du type, du niveau de traitement, ce que je vais vous montrer aussi sur la prochaine diapositive. Nous avons aussi des systèmes de collecte de données indépendants et d'eau usée avec et parmi ces eaux, certaines sont rejetées dans l'environnement sans être traitées. Donc, ONU Habitat se concentre sur les statistiques liées à l'eau. Nous utilisons des méthodologies utilisées par les Nations Unies, UNSD, et nous travaillons avec les différents membres de l'Union européenne. Ces statistiques officielles sont fournies par des offices nationaux de statistiques et les ministères de l'environnement et autres institutions qui travaillent sur l'environnement. Ici, vous voyez les variables que nous utilisons pour la génération des eaux usées. Donc, nous avons ici ventilé cela en fonction des activités économiques, en fonction des normes internationales. Et donc, pour le secteur des mines, la manufacture, l'électricité, on exclut le réchauffement de l'eau et la construction. Et la partie domestique, nous avons deux aspects, donc services et autres services économiques comme l'agriculture et les foyers. Donc, ici, vous voyez les variables utilisées pour les traitements de ces eaux usées, donc centrales ou stations de traitement, comme par exemple stations d'épuration qui vont s'occuper de la partie donc du secteur plutôt domestique puisque le secteur industriel a ses propres centrales d'épuration. Ici, vous voyez la ventilation en fonction des types de traitements que l'on a sur la droite. Voilà, le résultat. Ici, vous voyez le volume généré en 2015 par tous ces pays. Donc, nous avons une échelle logarithmique qui nous permet d'avoir la quantité totale de mètres cubes. Ici, vous voyez la ventilation de ces flux en fonction des différents secteurs d'activité. Sans rentrer dans le détail de ces chiffres, je vous montre que certains pays ne nous ont pas fourni ces variables. Et puis, il y a ce qui correspond au secteur domestique et ce qui correspond au secteur industriel qui a été divisé donc entre ces deux secteurs. Ici, vous voyez donc sur ce diagramme le volume traité par les pays. Le volume total correspond à 42 millions de mètres cubes. Et ici, vous voyez donc la ventilation qui a été faite. Vous voyez une grande hétérogénéité
dans les volumes en fonction, et vous voyez aussi ici le traitement qui sont faits dans les centrales ou dans les stations d'épuration. Ici, vous voyez une proportion du flux total des eaux usées traitées. Il y a moins de pays que sur la diapositive antérieure parce que certains pays ne nous ont pas fourni ces données. Donc, parfois, nous avons dû les calculer nous-mêmes ou pas. Donc, les proportions des pays étaient supérieures à 100% parce qu'en général, nous avons amélioré le contrôle des eaux usées traitées, surtout au niveau municipal, avec des stations d'épuration qui peuvent traiter une proportion importante des eaux usées et des eaux usées en général. Donc, sur le total de ces pays, nous avons 32% de ces eaux totales qui ont été traitées et la proportion des eaux traitées de manière efficace est de 70% en fonction des 50 pays que nous avons ici représentés. Donc, cette variable n'existe pas dans les autres bases de données et que nous avons présentées ici. Donc, en tout cas, pour les 14 pays que nous avons présentés pour la proportion de flux industriels traités, ici, vous voyez le nombre en bleu qui ont été reportés de eaux usées traitées. Donc, les conclusions, c'est que nous ne pouvons pas fournir des estimations régionales et mondiales dans certains pays. Sur le bleu, vous voyez le volume d'eau usée avec à côté le volume de population qui a rapporté ces données en gris. Donc, 67 pays nous ont donné des données concernant ces eaux usées. Ça correspond à 20% de la population mondiale et donc 32 pays. Et ici, vous voyez cette colonne qui correspond à 12% de la population et à 3% de la population mondiale. Voyons maintenant ces chiffres qui présentent la consommation d'eau non rapportée en Suisse. Vous voyez ici au niveau des statistiques nationales qui se focalisent sur la fourniture, l'approvisionnement en eau potable. Donc ici, on voit donc la différence entre la partie des foyers agriculture et le secteur de l'industrie. On voit donc une grande consommation de l'eau pour la partie de l'industrie. En Suisse, un tiers de l'eau potable est utilisée donc par le secteur de l'industrie, comme vous le voyez ici sur la diapositive. Alors, au niveau des rejets non municipaux et des sources, ici, vous voyez des rejets au Mexique d'eau qui n'ont pas été collectés dans le système des égouts. Cela représente une quantité de cette eau et qui sont rejetées dans l'environnement. Ces données du Mexique montrent que les eaux usées générées traitées par les municipalités en bleu foncé et pas par les municipalités en bleu clair sont dans le même ordre de magnitude, de taille, de grandeur, et vous le voyez que c'est important ici. Et au niveau des produits chimiques, vous voyez ici un indicateur de la pollution BOD, et donc vous voyez que beaucoup de BOD sont générés et rejetés par les sources non municipales en bleu foncé et en bleu clair, pardon, et moins par les sources municipales en bleu foncé. Ici, vous voyez l'activité économique du Costa Rica avec une division par BOD. Donc ici, vous voyez le pourcentage. Agriculture, bétail, 41%, production d'aliments 25%, eau usée et boue 12%,
commerce 6 et autres 17%. Donc, ces données démontrent l'importance de remplir les brèches concernant les rejets à l'environnement venant du secteur commercial et industriel, parce que l'industrie représente une proportion supérieure de ces flux, mais aussi parce qu'on a une pollution importante de matières organiques qui sont rejetées par ces activités qui ont un impact négatif sur la qualité de l'eau et qui sont liées à notre indicateur. Pour conclure, je dirais que sur le total des statistiques, des données liées aux données rapportées en 2015 sur 42 pays, 80% qui représente 18% pardon, de la population. Nous avons seulement des données limitées qui suggèrent que seulement un tiers de ces données, de ces eaux usées sont traitées. Je vous remercie. Merci Florian pour votre présentation. Nous allons avancer à Andrew Shantz qui va présenter le traitement des eaux domestiques. J'ai inclus un lien dans le chat pour le rapport complet. Vous pouvez le télécharger et ils vont être traduits bientôt. Mais je vous encourage d'écrire vos questions dans le chat pour que nous puissions les lire pendant la discussion après la présentation d'Andrew. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Je vais partager mon écran si vous pouvez confirmer que vous pouvez bien la voir. Merci. Bonjour et bienvenue. Je suis Andrew Shantz. Je suis conseiller de l'OMS. L'indicateur des eaux usées domestiques est séparé des flux d'eau industriels et c'est parce qu'il y a des méthodologies différentes pour combler les lacunes où les données ne sont pas disponibles. Nous avons aussi recueilli des données des sources officielles de l'UNSD, Eurostat et les bases de données de l'OCDE. Commençons par la méthodologie. Nous avons ici la proportion d'eau domestique qui est traitée en toute sécurité. Cela est présenté pour les différents pays et cela peut être aussi considéré à l'échelle mondiale. Nous avons des flux des ménages et aussi des services. Les services, dans ce contexte, ce sont les institutions et les entreprises. Dans la pratique, nous avons vu que les flux qu'ils ont ventilés par activité ne sont pas rapportés. Donc, dans ce cas-là, pour l'indicateur domestique, nous allons couvrir les flux des ménages. Les 4 parties de la méthodologie que l'on observe ici sur la diapositive et l'on va décrire aussi chaque composant de manière individuelle. L'idée ici, c'est de définir les eaux usées en total qui sont définies pour un pays en particulier et cela peut être rapporté de manière directe par l'Institut de statistique. Voilà l'option numéro 1 et l'option numéro 2, c'est une estimation interne de l'OMS. Si les données ne sont pas rapportées directement par un pays à travers l'Institut de statistique et au lieu de cela, c'est estimé par l'OMS, il y a un calcul sur la base de la population de ce pays, l'utilisation d'eau au niveau domestique et la proportion d'eau utilisée. Additionnellement, le volume d'eau qui est généré par les ménages est divisé dans 3 parties. Le premier chemin, ce sont les égouts des ménages. Deuxièmement, ce sont les ménages avec un réservoir septique. Et troisièmement, ce sont les ménages avec d'autres installations sanitaires ou d'assainissement. On utilise données d'un programme conjoint, le G et le JMP, qui considère la proportion de tous les pays qui utilisent les différents types d'installations sanitaires. Et cela est bien sûr très important pour l'indicateur 6.3.2.1 et qui a été présenté dans un webinaire séparé hier.
Après cela, la proportion de flux d'eau usée qui sont confinés et puis recueillis dans des systèmes de traitement et qui sont traités en toute sécurité dans ces systèmes sont estimés pour les flux d'eau dans les réservoirs septiques et les égouts. Donc, c'est important de considérer que ces eaux ont été classifiées en totalité comme non traitées en toute sécurité. Et les variables qui se concentrent sur ces différents éléments font partie de cette chaîne de gestion d'eau usée domestique. Vous pouvez le voir ici sur l'écran, les maisons qui ont une connexion avec un réservoir septique, avec un égout et ou bien un autre système d'assainissement. Si l'on regarde ces égouts, l'eau est collectée dans la plante, dans l'usine de traitement. Je ne sais pas si vous pouvez le voir bien sur l'écran. Donc, nous avons une proportion de flux générés dans les égouts qui sont recueillis dans les usines de traitement et une partie est traitée en toute sécurité avant d'être rejetée. Donc, la définition d'être traité en toute sécurité, c'est d'être en conformité avec les normes. Et malheureusement, cela n'est toujours pas disponible et dans quelques pays, les données n'existent pas par rapport au processus qui rend ce processus permet de considérer ce processus en toute sécurité. Vous pouvez voir sur l'écran qu'il y a une partie qui va à une usine de traitement et une autre partie qui peut être traitée dans les réservoirs septiques de manière indépendante et une autre partie n'est pas traitée. Ces variables sont représentées en général. Donc, c'est important de savoir que le calcul des pays considère 20 éléments et nous n'avons pas des données pour toutes les variables pour tous les pays. Donc, nous avons généré quelques suppositions ou quelques hypothèses et nous avons établi des critères pour travailler avec ces hypothèses. Si ces hypothèses utilisent une proportion trop grande, nous ne pouvons pas générer une estimation pour le pays et dans ce cas, nous ne générons pas une estimation seulement lorsqu'on peut être en conformité avec ces critères pour générer une estimation. Ici, nous pouvons considérer le flux total du volume d'eau traitée en toute sécurité en faisant ce calcul que nous voyons sur l'écran et dans chaque pas, à partir du pas numéro 2, les volumes traités en toute sécurité dans les réservoirs septiques sont dans ce pas et finalement, la proportion qui est traitée en toute sécurité nous permet de faire cette estimation pour chaque pays. Avançons maintenant à un point beaucoup plus intéressant. C'est le résultat de notre analyse. Vous pouvez voir à droite les pourcentages pour le flux qui est généré dans les ménages dans les trois éléments. Vous pouvez voir 57% qui est généré par des maisons qui sont connectées aux égouts, 24% réservoirs septiques et 19% d'autres installations d'assainissement. La même division, on peut le voir dans les autres régions. Et nous pouvons voir les égouts sont présents dans la plupart des régions, avec quelques exceptions comme l'Afrique subsaharienne. Et les réservoirs septiques et d'autres installations d'assainissement sont plus communes. Les eaux usées qui sont générées ont été estimées pour les 234 pays couverts par le suivi ou la surveillance de l'ODD 6. Selon nos estimations au niveau global, nous avons estimé que 55% des ménages avaient un traitement en sécurité de leurs eaux usées. Et ici, nous voyons la variabilité entre les différentes régions. En Afrique subsaharienne, le pourcentage est très faible. Et aussi en Amérique latine et les Caraïbes, le pourcentage n'est pas très haut.
Dans cette diapositive, nous pouvons voir la division du traitement des eaux usées dans les ménages est divisé par les égouts et les réservoirs septiques. Nous pouvons voir ici que 10% des flux n'ont pas été ramassés, 12% ont été ramassés mais pas traités en sécurité et 78% des flux ont été ramassés et traités en toute sécurité. Par rapport aux réservoirs septiques, 49%, bon, vous pouvez voir les pourcentages. Pour les réservoirs septiques, 49% n'ont pas été collectés, 3% ont été collectés et sont mis hors le lieu où ils ont été collectés, 13% ont été traités en toute sécurité et 35% ont été traités en toute sécurité sur place. Donc, voilà la division de tous les flux qui ont été traités et cela est le résultat d'une analyse des réservoirs septiques qui ne pouvaient vraiment pas confiner les eaux qui devaient être traitées. Dans cette présentation très courte, nous avons décrit la méthodologie et les résultats de notre processus. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez consulter les résultats et les indicateurs. Nous avons un rapport qui a été publié récemment et qui est disponible. Nous avons mis le lien sur le chat et vous pouvez trouver davantage d'informations sur la méthodologie en plus de détails avec tous les calculs, les définitions, les exceptions que nous avons utilisées pour générer les estimations. Et cette méthodologie sera disponible dans le site web de l'ODD numéro 6. De plus, nous avons créé des documents pour tous les pays avec des données spécifiques, des références et les hypothèses que nous avons utilisées lorsque les données n'étaient pas disponibles. Il y a plusieurs aussi rapports des données et nous allons partager un lien pour cela. Je pense qu'ils seront disponibles dans quelques jours, pas encore, mais vous pouvez garder le lien pour consulter ces documents dans quelques jours. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Thanks very much, Andrew. Merci, Andrew. Maintenant, je voudrais ouvrir cette séance pour des questions et des réponses. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, vous pouvez lever la main, vous pouvez poser vos questions. One of our team here will respond to them. Et nous essayerons de les répondre. Nous voyons quelques questions sur la fonction de question and answer. Je pense que Florian a déjà répondu à ces questions. Si je peux vous demander de faire une petite description des questions peut-être, et pendant ce temps, les personnes peuvent continuer à écrire dans le chat. Je pense que c'était une question par rapport à la question des eaux de pluie, parce que, bien sûr, ce n'est pas la même chose de dire eau usée que eau de pluie. Et depuis cette perspective, bien sûr, les définitions peuvent être différentes, mais les eaux usées, pardon, les eaux de pluie sont considérées les eaux de pluie lorsqu'elle est collectée et elle est mise dans un système d'égout. Donc, si on analyse le bassin, l'eau de pluie n'est pas considérée eau usée, mais lorsqu'elle est collectée et va à l'usine de traitement, et si nous avons un système de combination, peut-être vous aurez beaucoup d'eau et parfois l'eau est mélangée avec les eaux usées, donc elle est traitée comme si c'était de l'eau usée. Et c'est important de penser à cela et c'est très important pour penser aux eaux que nous utilisons en toute sécurité et de vraiment gestionner ces ressources de manière adéquate. Merci.
la gestion d'eau de pluie est quelque chose de crucial et c'est très important lorsqu'on pense à gestionner l'eau en général et le ruissellement en général, parce que le volume d'eau reçu dans les usines de traitement d'eau peut-être peuvent être encore plus grands que le volume qui sont rapportés parce que les égouts capturent aussi de l'eau de pluie, particulièrement dans les pays où les égouts mélangés sont présents encore. Je pense que les méthodes pour surveiller les eaux usées sont en évolution et les pays peuvent présenter des rapports différents et qui continuent à être développés. Nous espérons de voir une amélioration au fur et à mesure que l'on avance avec ces estimations. Peut-être dans 2 ans, nous allons pouvoir avancer. Nous voulons aussi comprendre les détails sur l'usage de l'eau en général. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour cette cible. ONU Habitat va partager quelques pensées sur notre position au présent et les différents rapports. Et puis, nous allons écouter les interventions des 4 pays. Mais vous pouvez continuer à poser vos questions et nous essayerons de les répondre. Merci, Rick. Merci des 2 présentations. Nous sommes en train de faire face à un défi plutôt complexe et c'est très important de bien définir les méthodologies du point de vue domestique et non domestique aussi. Nous avons planifié un travail au niveau local en travaillant avec les différentes filières pour obtenir davantage d'informations en utilisant des données locales et les données par rapport à l'eau pour estimer d'une manière plus adéquate. Et les pays doivent contribuer à ce processus. Si vous êtes intéressé à travailler avec nous en ce processus et si vous voulez fournir des données au niveau local, elles sont bienvenues, bien sûr. Je pense que c'est très clair que nous avons bien commencé, mais nous avons un chemin long, un parcours long devant nous et les eaux, par rapport aux eaux industrielles, les rapports n'incluent pas beaucoup de données, ce n'est pas suffisant et peut-être au niveau national, les bases de données manquent ce type de données. Et ce type de données est très important pour avancer avec le processus et je pense que peut-être nous pouvons en discuter davantage. Nous avons bien commencé, je pense, et nous nécessitons de votre soutien pour améliorer nos méthodologies dans l'avenir. Je suis optimiste, mais je pense que dans les années qui viennent, nous avancerons et nous aurons encore plus de données pour travailler. Merci. Merci, Graham. Tout à fait. Nous avons des brèches, des lacunes que nous devons combler. Mais l'idée, c'est d'avoir pas seulement des bases de données, mais que les pays puissent utiliser ces données pour générer les différentes politiques et les différentes gestions. Nous allons écouter de l'Afrique du Sud, de Costa Rica, du Pérou et de la Zambie. Nous avons plusieurs pays. Donc, je vais demander aux pays s'ils peuvent utiliser 10 minutes chacun. Et je vais inviter Tendi Masalela et Monsieur Van Wyk de l'Afrique du Sud pour commencer. Et je pense que Tembi va partager son écran. Bien, Monsieur Tendwit va présenter les diapositives de son côté. Bonjour à tous, je suis Tembi Masilela. Je viens d'Afrique du Sud et je suis la responsable pour l'objectif, la cible, donc l'objectif
ODD 6.3. Nous allons vous montrer un petit peu ce que nous avons fait en termes de ces indicateurs ODD 6.3. Et je vais vous présenter avec mon collègue Jurgo Van Mick qui va donc m'accompagner dans cette présentation. Je remercie aussi l'équipe qui a contribué au niveau technique à cette présentation en fournissant certaines données. Next slide, Mr. Van Beek. Prochaine diapositive. My presentation. Donc, voilà ma présentation qui va vous montrer deux aspects. Le premier, ce sera la façon dont nous gérons cette question en Afrique du Sud. Et ensuite, je vous parlerai du soutien technique concernant la méthodologie, les sources de données, les défis, les solutions et les leçons apprises concernant cette ODD 6.3.1. Prochaine diapositive. Cette ODD 6.3 approche. Comment est-ce que nous avons fait cette approche? Le département d'eau et assainissement, au nom du secteur en eau d'Afrique du Sud, est responsable de la gestion et du rapport sur l'objectif 6. Donc, en 2016, le pays et le département a constaté le besoin de suivre ce processus pour s'assurer que des rapports fréquents sont réalisés sur les progrès pour atteindre les objectifs et qu'une harmonisation efficace des ODD dans le flux de travail du système de gestion de l'eau a été réalisée. Donc, une équipe a été établie pour chaque objectif de l'ODD 6, y compris l'ODD 6.3. Un groupe de travail a aussi été établi pour coordonner et obtenir des commentaires concernant les progrès réalisés par chaque équipe de test. Chaque équipe est soutenue par un nombre de spécialistes dans leur secteur et l'équipe est responsable de faire des entretiens lorsque cela est nécessaire, d'élaborer des méthodologies pour ce rapport concernant les ODD. L'équipe est aussi responsable de la collecte des données et de faire un rapport sur les tendances liées à la réalisation des ODD, identifier des lacunes concernant les données et les problèmes clés qui doivent être identifiés et traités pour réaliser les ODD. Et au cours de ces 5 dernières années, l'ODD 6.3 a été mis en place et a mis en place ces actions à travers l'évaluation de certains spécialistes. Voilà. Je vous remercie et je donne maintenant la parole à mon collègue Stéphane, qui est Jurgo Van Wyk, qui est le technicien. Bien, nous avons documenté l'approche sud-africaine pour ces ODD. Vous les voyez ici sur l'écran. Nous avons un rapport et l'objectif de ce programme des ODD a été bien abordé et nous avons défini certaines approches pour notre pays. Ce rapport, comme vous le voyez, a été basé sur le travail de pairs et d'experts d'Afrique du Sud. Prochaine diapositive que vous voyez fournit une vue d'ensemble des indicateurs que nous utilisons en Afrique du Sud, que nous utilisons pour évaluer donc les cibles, les objectifs pour cette ODD. Donc, vous voyez un indicateur dont nous parlions, le 6.3.1 sur les eaux usées. Ensuite, le 6.3.2
2 est la qualité de l'eau. Et nous avons 3 autres indicateurs que nous avons ajoutés pour donc réaliser cette ODD 6.3. Donc, nous avons ajouté des indicateurs concernant les recyclages des effluents et le rejet des eaux usées, un autre indicateur sur le rejet des eaux usées et un indicateur sur le recyclage de ces eaux usées. Donc, vous voyez que les 4 indicateurs ont un impact sur l'eau que l'on va recevoir une fois qu'elle aura été retraitée. Donc, on peut en parler, on pourrait en parler davantage, mais je crois que déjà, on a un premier aperçu. Et maintenant, si on veut parler de l'indicateur 6.3.1, vous savez qu'il s'agit de la proportion d'eau usée qui sont correctement traitées. Donc, ce que nous avons fait, nous avons substitué nous avons séparé les eaux usées et les eaux qui sont rejetées et qui sont en bon état. Donc, nous avons analysé les différentes politiques et les législations qui existaient dans le domaine de l'eau. Nous avons interprété certaines phrases et indicateurs en fonction des rejets, de la quantité d'eau rejetée. Ensuite, on a décidé de décrire ce que signifiait rejeter dans le cadre de la loi ou légalement. Pour pouvoir être rejeté légalement, il faut qu'il y ait 2 ingrédients. D'abord, que ce rejet soit permissible, légalement permissible. Cela implique qu'il y a donc une autorisation qui est en place et ensuite que ce rejet d'effluent doit répondre à certaines conditions et tout cela figure dans l'autorisation et dans la législation. Nous avons une norme de rejet de l'eau qui a été élaborée au niveau local, qui implique une autorisation et qu'il faut respecter avec différentes normes concernant les eaux usées qui sont rejetées. Donc ici, vous voyez, utilisation de l'eau légale correspond à différents points. Notre méthodologie dans sa totalité pour que ces sous-indicateur 6.3.1 soit réalisé de l'ODD. Nous avons donc 2 catégories, la catégorie municipale et sur la droite, vous voyez en dessous, nous avons la catégorie non municipale. Alors, voyons la partie municipale. Nous avons 2 aspects différents avec 2 législations différentes concernant cette catégorie municipale parce que nous faisons une différence entre les activités industrielles et commerciales et qui donc et leurs eaux usées et l'eau au niveau domestique. À cause des conditions des effluents utilisés par les municipalités dans là où on a ce type de station de traitement de l'eau, on a voulu fournir davantage d'informations sur les effluents qui proviennent du secteur commercial et municipal et qui rentrent dans le système d'égout et pour voir s'il y avait des corrélations entre les deux et si on pouvait améliorer les performances. Ensuite, au secteur non municipal, cela correspond à l'eau qui est rejetée par tout ce qui concerne les secteurs non municipaux. Et donc, ce sont les 3 sous-indicateurs que nous avons créés pour donc analyser la proportion
rejet dans l'eau. La deuxième, la ressource, ce qui est rejeté par les municipalités. Et la troisième correspond aux activités industrielles et commerciales et correspond aussi à ce qui est rejeté dans l'eau. Hein. Bien, nous avons un très bon exemple, mais je vous demanderai maintenant de conclure parce que nous avons d'autres pays qui vont présenter leur situation à leur tour et nous avons peu de temps. Bien, donc au niveau des données, je vais vous montrer un petit peu notre système de données. Nous avons besoin d'un système de gestion des données, nous l'avons bien compris. Les données qui sont nécessaires concernent la qualité, les volumes, mais d'autres données aussi qui sont nécessaires pour nous permettre de mieux surveiller tout le système. Nous avons rencontré des difficultés, la difficulté à distinguer entre eau industrielle et domestique dans le secteur municipal. La base de données est nouvelle, donc nous avons certaines difficultés. Certaines données n'ont pas encore été réexaminées. Ensuite, il y a un problème au niveau du calcul de proportions, des problèmes de capacité, des problèmes d'infrastructure, des problèmes de collaboration aussi. Et en termes de solutions, je dirais que nous avons bien compris l'indicateur et donc nous avons ce qui nous a permis de fournir des informations. Il y a encore des études qui doivent être faites, bien sûr. Nous devons savoir où se trouvent les utilisateurs, par exemple. Et en termes de leçons apprises, je dirais que le programme des ODD ne doit pas être un ajout, il doit être intégré de manière totale dans les processus qui existent. Il faut aussi faire une ventilation des rapports nationaux et globaux ou mondiaux et de façon à avoir des informations de base. Il est important aussi de ne pas travailler en silo. Nous devons travailler avec tous les départements et des gouvernements et nous devons accélérer ce processus de développement durable. Les résultats doivent être inclus dans les processus de planification nationaux et dans les programmes de ODD. Et nous devons avoir donc une vision institutionnalisée de l'ambition des programmes de ODD. Voilà. Merci beaucoup. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Van Beek, et merci à votre collègue. C'était très enrichissant. Je suis navrée d'être obligée de vous demander de résumer un petit peu. De toute façon, si vous pouvez partager le lien de votre rapport pour que tout le monde puisse le consulter dans le détail avec plus de temps. Et si vous pouvez nous envoyer vos diapositives aussi, ce serait très utile pour ensuite les diffuser au niveau du groupe. En tout cas, je dirais que si on regarde le cadre mondial, son adaptation au contexte national et international, les normes aussi qu'il faut utiliser. Donc, je dirais que le cadre normatif, donc je dirais que c'était très intéressant et je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à Costa Rica, Maria Justi Mendes, qui va nous parler de la situation du Costa Rica. Je vais lui demander de respecter les 10 minutes. Allez-y. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bien, je vais partager mon écran.
Yes. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, 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 allez-y, c'est bon, on voit. Bien, donc je passe donc à la présentation. Bien, donc vous le voyez, hein? Donc vous voyez mon écran, non? Oui, 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 allez-y, allez-y. Bien, merci beaucoup. Donc je suis Ana Victoria Justi Mendes. Je vais essayer de vous présenter ce rapport en 10 minutes. Je vais vous présenter notre expérience au Costa Rica. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable. Je travaille au ministère de la Santé. Je travaille à la direction environnementale du ministère de la Santé. Et je vais vous montrer un petit peu comment nous surveillons les eaux résiduelles au Costa Rica et comment nous faisons des rapports pour donc respecter ces indicateurs ODD 631 et donc que l'eau soit, les eaux résiduelles soient traitées de manière sûre et qu'on ait donc une classification de ces eaux par type de traitement. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces eaux usées. Nous allons voir le cadre légal que nous avons, le cadre législatif que nous avons en Costa Rica hein, pour ce contrôle et pour ces rapports des eaux usées. D'abord, nous avons la loi générale de santé qui, dans son chapitre 3, dit que nous avons une obligation de traiter les eaux usées et nous avons ensuite une législation de conservation de la vie sylvestre, de la vie sauvage, pardon, et l'article 128 indique que le Costa Rica est interdit de rejeter les eaux usées et toute autre eau donc polluée dans des rivières, cours d'eau, etc. Et signale que toute installation agro-industrielle ou autre doit avoir un système de traitement de l'eau. Donc, toutes ces activités au Costa Rica doivent tenir compte de ce traitement de leur eau usée. Et puis, il faut avoir une certification de la qualité de ces eaux qui sera donc faite par le ministère de la Santé. Donc, c'est sous notre responsabilité. Nous avons aussi un soutien donc au niveau législatif à travers un décret qui dépend du ministère de l'Environnement et du ministère de la Santé et qui porte sur les eaux usées. C'est la dernière version date de l'année 2007. L'objectif de ce règlement est d'établir des limites maximales de paramètres physiques, chimiques et microbiologiques pour ces eaux usées. Et donc, on a ici les normes de contrôle. Ce règlement établit une obligation pour tout organisme de présenter des rapports de ces eaux usées de manière trimestrielle ou semestrielle en fonction de l'effluent. Lorsque cet effluent est versé dans un autre cours d'eau ou dans des égouts ou lorsque ces eaux vont être réutilisées. Donc, on a différents types de nouvelles utilisations qui peuvent être dans des espaces verts, culture, construction, etc. Tout cela est présenté au ministère de la Santé. Vous voyez ici la partie donc, du contrôle des égouts, du réseau d'égouts. En général, les eaux qui sont rejetées dans les égouts ne sont pas des eaux traitées, puisque les organismes d'administration de notre système d'égouts ont leur propre station d'épuration, ce qui signifie que ces eaux usées qui vont entrer dans les égouts sont des eaux qui vont ressortir comme eau traitée et le ministère de la Santé donc décrète que ces rapports doivent être faits sur une plateforme avec un système informatique qui va faire
un rapport de ces eaux usées. Nous allons voir ce système avec les paramètres qu'il établit et le contrôle. Et les paramètres sont les paramètres universels, le débit, le pH, les particules en suspension et autres données que vous voyez sur l'écran, les carbures, les métaux. Et il est établi aussi que une surveillance de l'analyse microbiologique doit être effectuée et aussi des coliformes fécaux. Donc, ce décret établit aussi qu'une certification de la qualité de cette eau usée doit être faite de manière annuelle. Et puis, il y a un article qui indique que le ministère de la Santé doit faire des statistiques de respect de ces paramètres pour savoir comment chaque organisme respecte toutes ces législations. Nous avons un comité qui sert pour répondre à certaines consultations et actuellement, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour réformer ce règlement qui date de l'année 2007 et nous en sommes déjà assez loin dans ce travail. Nous avons, par exemple, tenu compte de nouveaux types de polluants, de produits polluants, et nous avons fait ce type de modification dans cette législation. Je voulais partager le décret qui établit les paramètres et les limites pour les différentes options. Ce sont des paramètres universels et c'est à peu près 50 paramètres. Par exemple, ici, la réglementation établit les limites lorsque cela va dans un égout ou dans un autre système. Vous pouvez voir à gauche les paramètres universels qui sont les premiers. Et nous avons ainsi le nitrogène, les hydrocarbures. Et en général, les limites sont un peu différentes lorsque cela va dans un égout. Cela est plus flexible. Si nous avançons, comme j'ai dit auparavant, les rapports opératifs en général se génèrent dans une plateforme appelée CIROAR. Et grâce à ce système, nous pouvons créer les statistiques et je voulais seulement le mentionner en général dans ce cas. Les bureaux ou tous ceux qui doivent présenter des rapports opératifs, le ministère de Santé fournit un code unique qui est fourni et une fois que ce code est généré, il y a un mot de passe pour cette personne en général qui va créer le rapport et le rapport est puis présenté en format physique ou numérique dans les différents bureaux. Au niveau local, nous avons plusieurs bureaux dans le pays où l'on vérifie que le rapport est complet. Et puis, le prochain pas, c'est de traverser un processus. Ce sont des experts qui vérifient que tous les rapports sont adéquats. Et puis, le certificat est issu. Donc, tout ce qui entre dans cette plateforme va rester sur le système. Ce système en ligne pour la registration des rapports d'eau usée a été créé en 2016. Comme j'ai dit auparavant, c'est un système où ces rapports sont créés ainsi que la certification de la qualité des eaux usées selon le décret 33601. C'est plutôt une base de données qui peut être utilisée. Et grâce à ce système, nous pouvons créer des statistiques en conformité avec l'article numéro 10 du décret. Et cela est plutôt relationné avec les différents paramètres et les limites dans le cadre des activités économiques.
grâce à ce système, nous pouvons créer des rapports annuels des bureaux qui travaillent avec le traitement des eaux. Et puis, nous pouvons créer des rapports pour les différentes institutions gouvernementales. Finalement, grâce à ce système, nous pouvons créer ainsi des statistiques annuelles des eaux usées traitées au Costa Rica pour l'Institut de statistique. Nous créons les statistiques selon la OCDE, de la FAO, du PNU, de l'ODD 631, etc. Donc, ces statistiques peuvent être utilisées pour cela. Voilà ce que nous pouvons télécharger ou obtenir du système. Donc, le CIROAR inclut à peu près 75 variables. Nous pouvons voir le code du bureau ou du bureau qui génère les données. Le code, cela peut créer jusqu'à 4 rapports par an. Et, nous voyons les différents éléments, la province, le type d'eau usée, s'ils vont réutiliser l'eau, le type d'égout. Nous pouvons voir ici toutes les analyses chimiques qui sont menées, bon, les hydrocarbures, l'arsenic, les pesticides et les coliformes fécales. Donc, cette fiche est très complète et chaque année, par exemple en 2020, c'est le dernier an dont nous avons information, nous avons à peu près 7000 rapports créés par exemple, 3500 bureaux. Ici, je voulais vous montrer un exemple du type de statistiques que nous avons créé, mais dans ce cas, c'est pour les régulations. Donc, par exemple, pour la décharge, c'est un exemple des décharges les plus grandes du Costa Rica et les décharges ici, avec les données créées par le système, nous pouvons calculer la moyenne selon chaque paramètre, la déviation, l'information, le pourcentage de non-conformité, les valeurs minimum, maximum, et puis le pourcentage de conformité, 25%, 50%, 75% selon chaque paramètre, et aussi selon l'activité économique les plus importantes du Costa Rica. Nous créons aussi des statistiques pour le CTIE Aguas, c'est l'Institut de statistique concernant l'eau en général et le comité technique pour l'eau. Voici les différentes activités. Ici, nous avons travaillé selon l'activité économique. Il y a les différents volumes par jour. Pardon. Pour chaque activité. Et de l'autre part, nous avons aussi créé des rapports des émissions totales du DBO, les différents éléments. Et ici, nous créons également des statistiques pour la réutilisation et lorsqu'elles vont dans les égouts. C'est séparé et nous créons un rapport annuel. Pardon, Anna Victoria, je ne veux pas vous interrompre, mais malheureusement, nous sommes à l'issue du temps, donc nous devons avancer. Donc, si vous pouvez finir dans les prochaines 2 minutes. Merci. Oui, c'est la dernière. Finalement, nous pouvons voir ici comment nous pouvons travailler avec l'ODD 631. Nous pouvons remplir cette information ici dans ce formulaire, pas seulement du ministère de Santé, d'autres institutions participent ainsi que les bureaux qui s'occupent du traitement de l'eau. C'est de cette manière que nous travaillons avec les statistiques.
Voilà la politique nationale d'eau usée. Et dans cette diapo, je vous montre les défis par rapport à l'indicateur 6.3.1. Nous continuons à améliorer le système CIROAR et l'idée, c'est d'intégrer le CIROAR dans le système pour la registration d'émissions et de contaminants, le RETC, et d'avoir un système unique d'information en ligne pour tous les eaux usées et les égouts. Merci beaucoup. Merci, Ana Victoria. C'est vraiment un exemple très clair d'une base de données complète avec tous les exemples d'eau usée, les données qui peuvent être ventilées par activité économique, par réservoir septique, utilisation domestique, etc., en analysant la conformité avec les différentes normes. C'est vraiment très, très clair. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous interrompre, mais si vous avez la présentation ou des autres matériaux, vous pouvez le partager sur le chat pour le reste des participants. Si vous pouvez arrêter de partager votre écran, nous allons donner la parole maintenant à nos collègues du Pérou. Monsieur Carballo Navarro, du ministère d'assainissement. Monsieur Carvalho, j'ai votre diapo, j'ai votre présentation ici, donc je vais partager. Est-ce que vous pouvez la voir? Si vous pouvez utiliser seulement 10 minutes pour l'assainissement et l'eau, merci. Je ne vois plus la diapo. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'utiliser seulement 10 minutes. Merci. Merci à toutes et à tous. Du ministère de la Construction et de l'Assainissement du Pérou. Je suis Max Carbajal et je suis le directeur d'assainissement. Au Pérou, l'assainissement signifie ou veut dire pour l'eau et l'assainissement. C'est la même chose que dans d'autres pays de la région. Je voudrais tout simplement mentionner les ODD 3 et 6. Je vais parler particulièrement de l'ODD numéro 3. Et nous sommes passés des objectifs du millénaire aux ODD qui étaient 17 objectifs et avec les ODD, nous avons commencé à considérer d'autres aspects plus exigeants, plus précis. Et au Pérou, les ODD sont rapportés par l'Autorité nationale de l'eau. C'est le ANA au Pérou particulièrement. Le ministère de la Construction et de l'Assainissement fournit certaines valeurs pour les objectifs et les indicateurs 6.2, 6.1 et 6.3 dans l'objectif général numéro 6. Je vais décrire cela rapidement. Nous avons fait des progrès significatifs par rapport à ces 3 indicateurs des ODD. Seulement pour mentionner quelques-uns, nous avons fait des progrès par rapport à la couverture, mais aussi par rapport à la continuité et la qualité. Nous travaillons maintenant pour inclure les aspects économiques dans tout cela. Et bien sûr, les échantillons et la prise d'échantillons présentent des défis additionnels. Dans le cas du Pérou, l'aspect de la qualité est l'aspect le plus important pour définir la qualité de l'indicateur 6.1.1. Donc, pas seulement en travaillant avec le ministère de Construction, mais aussi avec le ministère de Santé pour identifier ces aspects.
Nous sommes aussi en train de travailler avec les dépenses par rapport à l'eau dans les ménages, et cela nous fait recueillir des indicateurs par rapport à l'aspect économique de cela. Je vais décrire indicateurs 6.2 et 6.3.1. Le pourcentage de la population qui utilise un système d'assainissement en toute sécurité et le pourcentage de la population ou la proportion d'eau usée qui sont traitées de manière sûre. En 2015, nous avons mené un sondage au Pérou et il y a une mise à jour maintenant, mais je veux mentionner quelle est la base de cette étude, de ce sondage. L'idée, c'était de recueillir de l'information de toutes les usines de traitement d'eau usée du pays. Avec ce sondage, nous avons travaillé depuis quelques années et il y a des sources d'informations pour 2015 et la population nationale en 2015 était à peu près 31 millions de personnes dans le cas du Pérou. Et cela vient d'une source, c'est l'ENAPRES, c'est le sondage national du programme budgétaire. Oui. Voilà le programme. C'était 31 millions de personnes en 2015 et 21 millions sur ces 31 millions avaient accès au réseau d'égouts. Donc, cela, c'est l'information fournie par ce sondage pour les programmes budgétaires. Donc, cette information a été obtenue de l'Institut de statistique. C'est un sondage au niveau national qui recueillit plusieurs aspects pas seulement les services d'assainissement. Donc, 70% de la population qui a accès aux égouts sanitaires. Et de cette population, nous avons des eaux usées qui sont traitées ou qui sont jetées. Cela a été calculé sur la base du volume, de la quantité d'eau usée divisé par la valeur d'eau usée générée par personne par jour. Cela nécessite, donc on doit recueillir le volume total d'eau et cela est multiplié par 90%. Et nous avons cette quantité de litres, ce sont 162 litres par personne par jour. C'est une manière indirecte de recueillir ces données. Donc, de cette manière, nous avons une estimation de 16 millions de personnes qui vont mener ces eaux pour être jetées de manière finale. Nous devons considérer que l'eau résiduelle, l'eau usée qui est générée va à une usine de traitement, mais pas nécessairement les usines de traitement qui existent ou qui existaient à ce moment-là avaient la capacité de traiter toute cette quantité d'eau. Donc, ce premier numéro que nous voyons ici, nous pouvons voir les eaux usées on utilise le même facteur pour déterminer combien ou le volume d'eau usée qui est généré par jour, par personne. Et de cette manière, nous avons une estimation de quelle quantité de l'eau générée par la population a été ou est traitée dans une usine de traitement de cette manière. Bien, donc nous avons ici un aspect important et c'est que cette eau usée, ces eaux usées que nous analysons ici, sont des eaux municipales ou domestiques. Il est aussi vrai que dans les villes, on va avoir d'autres types d'utilisateurs, comme par exemple les utilisateurs commerciaux d'eau ou industriels, dans une proportion moindre.
et cela représente 90, et parce qu'il faut savoir que 90% des branchements que nous avons sont domestiques. Ensuite, nous avons d'autres branchements spécifiques et qui répondent à certaines données spécifiques pour rejeter ces eaux dans le réseau d'égouts. Donc, nous avons ici un niveau admissible maximal qui existe depuis plusieurs années, qui a été modifié dernièrement. La dernière modification a eu lieu en 2019 et ces eaux usées, donc, sont dirigées vers une station d'épuration d'eau usée. Elles ne sont pas toutes traitées, ces eaux. Une seule partie est traitée correctement, ce qui nous amène à cette valeur. On passe de 15 et quelques millions d'habitants qui ont accès à des eaux qui produisent ces eaux usées et on a 13,7 millions d'habitants et pour des résultats suite au traitement. Donc, cela correspond aux indicateurs 6.2.1 et 6.3.1a qui étaient en 2015 de l'ordre de 44% pour le 6.2.1 et 62,8% respectivement. Je vais maintenant vous parler assez rapidement de la mise à jour qui a été faite pour à partir de l'année 2019 avec un changement de valeur. Ici, ça s'applique au secteur urbain seulement. Nous sommes en train de travailler sur la partie rurale pour avoir des données au niveau national. Donc, il y a une petite variation. Dans ce processus, on a participé avec l'Institut national d'informatique pour les enquêtes, pour les données de population. Le service d'assainissement du Pérou a participé aussi et le ministère de Construction, Logement et Assainissement a aussi participé pour calculer le pourcentage d'eau usée qui est traitée de manière effective. Donc, cela a été fait à partir d'une étude de 44 stations d'épuration qui travaillent sur les eaux usées au Pérou. Donc, 83 et quelques pourcents. Donc, on a un indicateur 6.2.1 pour cette année 2019 qui correspondrait à 58,9%, à savoir le total de personnes et pour lesquelles les eaux usées sont traitées de manière sûre et l'indicateur 6.3.1, 65,3% de ces qui indique le pourcentage total de la population. Pardon, le 6.2.1 représente le pourcentage total de la population qui reçoit de l'eau sûre. Il s'agit de 15 millions de personnes. Et par rapport au total de la population urbaine au Pérou de 25 millions, 15 millions qui ont une eau traitée, une eau usée traitée de manière efficace, divisé par le nombre total de personnes qui ont accès au système d'égout au Pérou est de 22 millions. Excusez-nous, monsieur, mais nous devons accélérer un petit peu maintenant. Oui, bien sûr, pas de problème. Donc, je conclurai avec ces dernières données. Nous travaillons sur la création d'une commission multisectorielle parce que c'est un travail multisectoriel, bien sûr. Donc, nous adaptons la méthodologie des ODD, dans notre cas particulier. On incorpore ces données à notre système. On essaye de diminuer le manque ou les lacunes concernant ces informations, ces surveillances. On fait un suivi des ODD, on fait un suivi et on programme le suivi de ces ODD et pour les années à venir. Et ici, je mentionnerai seulement cette surveillance épidémiologique que nous faisons des eaux usées dans les deux plus grandes villes du Pérou, Lima et Arequipa. Et donc, pendant toute l'année, ce travail est effectué et il est articulé avec le ministère de la Santé. Voilà. Donc, nous travaillons
dans notre pays, qui est un très grand pays, pour parvenir à cet objectif et réaliser cet objectif numéro 6. Merci beaucoup. Je suis navrée de vous avoir obligé à résumer parce que c'était un très bon exemple des différents développements et que l'on peut faire. Vous avez montré que vous avez modifié votre système en 2019. Bien. Je vais maintenant donner la parole aux représentants de Zambie. Je suis navrée, nous avons très peu de temps. Est-ce que vous pourriez prendre quelques minutes pour nous dire comment la Zambie essaie de réaliser cette ODD numéro 6? Et une fois que vous aurez terminé, nous conclurons notre réunion. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je pense que je laisserai ma présentation pour une autre fois. Je vais vous dire seulement qu'en Zambie, nous avons un ministère qui s'occupe de la gestion des eaux, de l'environnement, de la protection de ressources en eau. Donc, nous avons donc des acteurs qui sont responsables du contrôle de l'eau et de la réalisation de cette ODD 6.3. Donc, en termes de Zambie, nous avons vraiment divisé cette question dans notre pays en plusieurs et Peter, I'm afraid that we've lost your audio. vous n'êtes plus connecté. Ah, revoilà, Peter. Bien, donc, conformité en termes de qualité. Nous avons donc un conseil national et nous avons différents traités dans notre pays, ce qui signifie que quels que soient les centres ou les stations d'épuration qui fonctionnent, elles nous fournissent des eaux traitées qui proviennent du service d'égout et du service des réservoirs en général de la population. Donc, on a toute une série de normes. Nous voulons nous assurer donc maintenant que les données concernant la qualité, la quantité d'eau usée, le traité d'eau traitée, que toutes ces données sont récupérées et analysées. Donc, voilà, nous en sommes là. Ces trois régulateurs vont assurer que le suivi est fait et que nous allons pouvoir réaliser cette ODD 6. Voilà, je n'ai pas le temps de vous présenter mon travail concernant le rapport, mais voilà, nous sommes en train de nous concentrer sur l'obtention des données concernant notre système. Voilà, et j'espère que la prochaine fois, j'aurai un peu plus le temps de présenter notre rapport. Rick Johnston au micro, je suis navrée. Nous avons un autre webinaire qui va avoir lieu dans quelques instants et nous avons besoin des mêmes interprètes qui doivent se reposer un petit peu entre les deux webinaires. Bien, donc je vous remercie tous pour les apports que vous avez faits à travers la présentation de vos rapports. Au nom de ONU Habitat, au nom de l'OMS, je vous remercie tous pour ces présentations. Merci beaucoup.